Voilà, nous avons le plaisir de recevoir Posy Simmonds. Bonsoir, Posy. Thank you so much to be here. And Paul Gravett. Voilà. Mais Paul Gravett, Paul Gravett, je vais parler en français. Voilà, ça peut être. Paul Gravett, nous sommes comment on dit, modérateurs. Voilà, pour cette rencontre. Oui, c'est une surprise, mais c'est précisé, modérateur au pluriel. Voilà. Et ça s'explique tout simplement parce que, effectivement, Paul est l'un des grands connaisseurs et l'un des grands amis de Posy Simmonds. On peut te présenter même comme le biographe officiel. On peut. Pas encore. En tout cas, le biographe et ami, ça va. Voilà. Et c'est pour ça que je me permets donc de vous présenter donc chez De Noël Graphique, excellent éditeur, n'est-ce pas, Jean-Luc? Voilà. Donc So British. Voilà. Donc l'art de Posy Simmonds. Donc déjà. Posy Simmonds, quoi, et voilà, on a le grand honneur de te recevoir, Posy, comme Grand Boom, ville de Blois, avec cette magnifique affiche. Donc, voilà, déjà, bonsoir, vraiment bonsoir. Quoi, hein. Bonsoir. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler de toi, évidemment, Posy, puis on va commencer peut-être par un petit regard, pas forcément long, parce que, évidemment, comme je vous ai dit, le temps est limité, mais sur cette bande dessinée britannique, finalement, on connaît relativement peu. Hein. On connaît évidemment la bande dessinée franco-belge, hein. On connaît le comics, on assimile ça d'ailleurs aux comics américains. Toi, Posy, tu étais... pour faire de la bande dessinée, sur laquelle on va revenir, tu étais d'emblée une lectrice de bande dessinée, de comics. J'avais de la chance parce que je lisais beaucoup de comics anglais, mais c'était après la guerre mondiale, seconde, il y avait beaucoup de familles américaines qui étaient dans notre village parce que leur père était dans l'armée américaine. Et chaque samedi, les enfants qui étaient à l'école avec moi, il y avait des gros voitures absolument énormes. Et des Cadillacs. Oui, oui, des Cadillacs. C'était pour nous, les Anglais, qui étaient un peu tristes, la vie était grise après la guerre. Pour nous, les Américains, avec leurs voitures, et chaque samedi, ils s'en vont à une base américaine qui n'était pas très loin. Il rentre avec Coca-Cola. C'était la première fois que j'ai goûté Coca-Cola. Et Hershey Bars et des comics américains. Et après, ils ont lu leurs comics. Ils me donnent. Et je suis devenue la propriétaire d'un tas de Superman et Spider-Man et Casper the Ghost et tout. Et quelquefois les horror comics. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Les EC Comics, I think, perhaps. Oui, mais voilà. Mais les comics d'horreur. Hein, mais méchants. Fait par notamment publication de Mike Gaines, etc. Oui. Voilà. Et je me rappelle que j'étais en train de lire un comic et ma mère était là et moi j'ai dit « Ah !» comme ça. Et elle me disait « Mais qu'est-ce que tu lis
elle a pris le comique et c'était un type qui était en train de se faire écrabouiller dans une presse à olives. Et elle a dit, bon, mais elle était très choquée. Elle a volé cette fascicule, cette comic book. Non, elle était non? très bien, mais Non, mais votre maman a prohibited, confisqué, voilà, confisqué. pas ma mère. Oh, c'est pas strict comme ça. Non, elle a dit, c'est pas strict. c'est pas très nice. Mais alors c'est justement, quoi. Et le dessin, parce que là, tu parles effectivement de cet apprentissage de la lecture, quoi. Hein, mais cette envie de faire de la bande dessinée, peut-être que ça t'est venu. Est-ce qu'au départ, c'était effectivement le plaisir de dessiner? Alors, je crois que c'est dans ton livre, hein, Paul, où tu racontes que c'est ton papa, ton père, qui t'a offert une ramette, une énormément quantité de jolies feuilles sur lesquelles tu as commencé à dessiner. Oui, il m'a donné, c'est pas, qu'est-ce que c'est, a ream de papier énorme. C'était double éléphant. C'était plus grand que C'est moi. très grand. C'est très grand. C'est un vrai mesure de papier. Oui, éléphant ou double éléphant. Double. C'est éléphant. grand. C'est basé sur la proportion de l'éléphant, en fait. Presque, non? Pour équivalent 50-65 oui. par 2, si ça vous donne une petite idée. Oui. Voilà. Et c'était dans un grand tiroir et chaque jour, je prends non, pas chaque jour, parce que j'ai plié, I folded le papier, oui. Ça. Mais ça, j'avais tout ce papier pendant toute ma jeunesse. C'était très bien. Mais c'est à la fois un plaisir de la découverte et l'idée de justement, est-ce que déjà tes parents, lorsque tu leur as dit, peut-être que je veux faire une école d'art, est-ce qu'ils t'ont interdit ou ont dit, pourquoi pas, suis ta voie? J'aimais beaucoup, j'ai toujours été passionnée pour le dessin. Je faisais des petits comics quand j'avais 9 ans, 9 ans. C'était parce que j'aime beaucoup les comics. J'aime bien le mélange des bulles avec le dessin. Et c'est aussi pour faire rire mes deux frères aînés. Parce que mes deux frères, pour eux, les filles étaient un peu... Mais si je faisais quelque chose pour leur faire rire, c'était... Mais oui, parce que tu es issu de... Il y a cinq enfants, je crois, dans ta famille. Oui. Voilà. Et que des garçons, tu es la seule fille? Non, j'ai une sœur. Voilà. Et tu as donc tu commences un petit peu à dessiner, tu essayes de faire rire tes frères. Voilà. Il y a des histoires de romance aussi à un moment. Tu fais des histoires, pas des histoires d'amour, mais des petites histoires. C'est des premiers comics que tu fais toi-même. Oui. Je crois parce que à 11 ans, je suis allée à l'école en pension. Et c'était là où les comics c'était absolument défendus. Et donc, j'ai toujours fait des petits comics à moi, pour mes amis, mais pour les profs, les maîtresses, c'était quelque chose... Pas du tout. Pas du tout. Mais alors justement, dans le livre que tu as consacré, Paul, on parle bien sûr de ton enfance, hein, et d'une enfance en fait qui est comme ça, qui a un côté un petit peu bucolique, hein, puisque tu es à la campagne, et voilà, je sais que vous en avez discuté ensemble, peut-être Paul, ou là, comment vous avez pu en parler et raconter un petit peu ces années où les animaux, on en vois beaucoup d'ailleurs dans tes graphic novels. Comme nous savons, si vous avez lu des livres de poésie, elle a vraiment un des thèmes est vraiment des animaux et le monde fermier en même temps. Surtout par exemple avec Tamara Drew.
et qu'on fait que la vie des animaux a des parallèles peut-être avec nos vies humaines. Et à cause de ça, je pense que Poésie apporte une vision sympathique, mais aussi un peu vraiment aussi réaliste, pas idéaliste sur la vie des animaux et comment il peut parler de nos vies comme humaines, en fait. Oui, un peu. Ah, c'est surtout ça. Oui, absolument. Mais aussi, bien sûr, vous avez utilisé les animaux pour faire des commentaires sur par exemple, avec les scènes qui n'apparaissent pas dans le film de Stephen Frears de Tamara Drew. Vous avez peut-être vu. Mais dans notre bouquin, il y a une scène. Ah oui, avec un chèvre. Voilà, avec une chèvre et un bouc. C'est pas possible dans les movies. Les movies sont trop. C'était l'accouplement de cette chèvre et ce bouc. Et le bouc était ravissant, mais il a trop joué son rôle. Son rôle. Je ne sais pas le français pour stud, mais c'est un stud, I think. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas supprimé pour les raisons pudiques, mais c'était parce que ça a duré ça a pris trop de temps. Ah, oui. Ça devient une trilogie, en fait. Ça m'a joué avec la deuxième partie, surtout sur les chèvres, oui. Et tu as donc... mais en fait, on s'aperçoit que tes débuts professionnels, d'abord, il y a ce voyage en France, qui est quand même peut-être formateur. Enfin, en tout cas, tu découvres une forme de liberté par rapport à l'école que tu décris, un côté un petit peu pensionnat, etc. Tu découvres effectivement la société des années 60 française, qui est un petit peu, qui est encore un peu corsetée. Mais c'est pas le swinging London, mais quand même la société change, quoi. Et ça se passe. C'est quoi tes souvenirs de cette époque-là? C'était extraordinaire. J'avais 17 ans et en septembre, je suis allée pour la première fois en France en pension avec une famille. Je pouvais lire le français et écrire le français jusqu'à un certain point, mais j'ai pas. En parler, c'était très très difficile. Je me rappelle que j'ai tutoyé un flic. C'était pas. Et pour moi, parce que j'habitais la campagne, j'ai jamais habité la ville, et pas une grande ville comme Paris. Pour moi, c'était absolument extraordinaire de marcher partout, de tous les odeurs, tous les sons, le tabac, c'était différent, le gaz, ça sent différent. C'était extraordinaire. Le son des talons hauts sur le trottoir, j'ai jamais entendu ça à la campagne. C'était extraordinaire. Et cet hiver, c'était en 62, il faisait 63. Il faisait très très froid. Et je me rappelle que j'ai passé beaucoup de temps au Jeu de Paume, au Louvre, au Printemps et Galerie Lafayette parce qu'il fait chaud dedans. Et j'aimais beaucoup voir les gens. J'avais pas beaucoup de fric pour acheter des trucs, mais c'était extraordinaire de voir tous les gens en train de... J'aimais bien... Il y avait des dames qui font des démonstrations de comment plier une écharpe. Il y avait toujours... Ding, ding, dong. Mesdames, pour la plus jolie façon d'être belle. Et c'était... Et vous avez appris beaucoup avec les chats. Oui, voilà. Pour moi, c'était palpitant. Ah, mais j'ai appris le français parce qu'il fallait parler.
C'est le bain linguistique, le vrai. Oui. Ce sont des beaux souvenirs. Et puis après, ben voilà, quand tu rentres, je crois que tu enchaînes avec une école d'art, me semble-t-il. Oui, oui, c'était une école d'art à Londres. Je faisais 1 an préparatoire et puis 3 ans après en graphisme. Le graphisme. Quand j'étais petite, j'avais des rêves d'être peintre, mais quand j'avais 20 ans, j'aime beaucoup toujours le texte avec les images. Et comme ça, graphisme pour moi, c'était bien. À cette époque, j'ai pas dessiné beaucoup, mais j'ai appris comment faire à la main des typefaces, les typographies. Il fallait. On retrouve d'ailleurs dès tes premiers travaux tout un travail sur le lettrage, et que tu vas utiliser ensuite dans tes premières bandes dessinées publiées. Alors, j'ai lu effectivement dans ton livre, Paul, hein, que tout ça, selon une expression française, n'a pas été pavé de roses, si je puis dire, quoi, hein. Ça n'a pas été facile. Voilà. Que tu as fait, à un moment même, tu as été, je ne sais plus, c'est pas dog sister, ou je sais pas quoi, enfin, tu t'es occupé de chiens, une dame absolument acariâtre, etc., qui ressemble un peu, parfois, à certains personnages de Cassandre d'Arc. Voilà. Oui, un peu. Hein, voilà, Oui. donc, c'était pas des éléments facile. autobiographiques dans vos Oui, livres. oui. Pas si méchante. Voilà, pas si méchante. Et elle n'avait pas la chapka. Oui. Non. J'ai essayé un chapka dans une boutique à Londres c'était le temps que j'étais en train de faire Cassandre. Et je suis allée dans la boutique, il y avait un chapka et je l'ai mis. Et c'était affreux. C'était si chaud. J'avais la tête qui bouillit. Je reconnais que ce n'est pas d'une grande élégance. C'est pas... Voilà. Mais alors justement, on l'a évoqué dès le départ, quoi, hein, le fait que tu as beaucoup travaillé des années durant sur la presse britannique. Quand je parle de la presse, c'est pas la presse spécialisée, les fascicules de bande dessinée, mais la grande presse, hein, voilà, qui est, alors bien sûr, Guardian, bien entendu, mais il y a énormément de bandes dessinées qu'on ne connaît pas, puisqu'elles sont, je pense notamment à Mrs. Webers et tout ça. Voilà. Comment tout ça un petit peu a démarré? Après avoir quitté oui, Central School, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire, sauf peut-être faire des illustrations. Alors, je suis allée partout à Londres, chez les journaux, les magazines, chez les maisons d'édition, partout. Et en même temps, je faisais babysitting, j'étais une femme de ménage, etc. Et un jour, le téléphone sonnait et c'était le Times. Et il y avait un trou dans la page, 5 petits trous. Il dit Can you come in? Vous venez au bureau? Je dis oui. Parce que vous habitez près de... Oui, pas loin du pas Times. Loin, oui. Pas loin. Je suis arrivée et on m'a donné le texte. Et pour faire quelque chose comique, c'était pas très drôle. C'était sur loft insulation. C'est pour les greniers, c'est pour insulation. Oui, l'isolation. Oui. Voilà. Oui. Un sujet riche d'humeur. Riche. Absolument. Oui.
Tout un livre. En fait, nous attendons le roman graphique sur Oui. ce sujet. C'est le quatrième, oui. Oui, c'est le quatrième, oui. Les années de chauffage, de plombier. Et donc, ils disaient, alors, 5 petits dessins il est 4 heures maintenant, 5h30. Et moi, j'étais sur place. Et c'était horrible, mais j'ai fait quelque chose. C'était le début. Je faisais quelque chose et puis le lendemain matin, il y avait mon nom en minuscule. Et les bandes dessinées proprement dites, c'est quoi? Alors j'avais lu l'histoire dans Paul que tu racontais ou que toi, Posy, tu racontais sur un des rédacteurs. Alors est-ce que c'était le rédacteur du Guardian ou un autre journal qui t'a dit est-ce que vous voulez faire un strip? Alors bon, un strip, hein, je précise, une bande dessinée. Hein. Ah oui, c'était dans l'ascenseur. Et j'ai rencontré l'éditeur. Il a dit, Posy, have you ever thought of doing a strip? Est-ce que vous avez jamais pensé de faire un strip? Et moi, j'ai dit, mais il était un homme sérieux. Il n'a pas, je sais pas. C'était un strip comique, ça. Un strip comique. Bien sûr. Il paraît qu'il y avait c'était un espace qui était à mi-page du Guardian. And il me disait, peut-être en septembre, ça va commencer. Vous avez beaucoup de temps pour choisir un sujet et tout ça. Et il y a 6 semaines après, il dit, ça commence, non? Et pour moi, c'était un mois horrible parce que je ne connais pas le sujet ni les personnages. Mais après 2 mois, c'était mieux parce que je connais la famille qui s'appelle Weber ou Weber était à cette époque, on s'appelle woolly liberals, ça veut dire les libéraux cotonneux, ou peut-être c'est gauche cachemire. Oui, ou caviar. Au caviar. Voilà, mais cachemire avec voilà, l'écharpe oui, bien pliée. Ou peut-être pas si chic, c'était peut-être gauche Shetland. mais alors justement, c'est assez amusant parce que, bon, à l'époque, nous sommes vers quelle année? Nous sommes, ça commence. Ça commence la famille en 77. 77. C'est en France, nous avions à l'époque Claire Bretéché. Voilà. Oui, Claire Bretéché, oui. qui publiait donc Les Frustrés dans le Nouvel Observateur et qui elle aussi égratignait un petit peu le public du journal en fait. Hein. Et vous lisiez Claire Bretéché? Oui, je l'ai lu pour la première fois parce qu'elle était dans le Sunday Times pendant les années 80. 80 et c'était pour la première fois que je l'ai lu. Je me souviens que vous avez rencontré Bretéché aussi oui, à l'Institut français. En 84. Elle était invitée à Londres, oui. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Absolument. Les Frustrés et Agrippine, mais c'est extraordinaire. Et les lectrices et lecteurs, justement, de Guardian, je pense que ça les amusait. Ils n'étaient pas choqués. Non, j'ai reçu à cette époque beaucoup de lettres et de cartes postales. C'était quelquefois j'ai fait I made
not a promise. I swore. J'ai juré que je ne dessinerai pas un train. Parce que chaque fois que je dessine un train, il y avait des gens... les train spotters. Oui, les train spotters en Angleterre Les geeks. qui écrit des lettres en encre verte. Alors ce train ne marchait pas, sauf sur le région du Sud, et c'était raté en 82. Point virgule. Vous avez... Mais alors justement, il y a tout ce qu'on retrouve en fait. Puis après, maintenant, on va parler de vos graphic novels, forcément. C'est déjà, il y a toute une dimension à la fois littéraire, sociologique, déjà dans ces demi-planches, quoi. Hein. Mais comment on arrive justement à un moment, on propose Gemma Bovary. Ça se passe comment? Oui, ça c'était. J'étais avec mon éditeur. J'ai fini le strip of the Webbers en 87 parce que tout est changé. Madame Thatcher était là. Pour les libéraux cotonneux, c'était un peu désuet. Quelque chose plus vorace. Ouais. C'est les yuppies. Oui, les yuppies. Oui, les yuppies. Oui. Et je voulais faire quelque chose d'autre. Et j'ai dit peut-être une histoire avec un fin. Mon éditeur dit OK. Alors, vous avez 100 épisodes. Ça va être publié tous les jours. Oui. Parce qu'auparavant, vos bandes dessinées étaient hebdomadaires. Voilà. Auparavant, vos bandes dessinées dans Le Gardien étaient hebdomadaires, pas voilà, c'était chaque semaine. Jour, hein. Oui, voilà. c'était chaque semaine. Oui. Mais 100 épisodes, c'est ça? Enfin, 100 épisodes. Et le format soit 3 colonnes de largeur par toute la hauteur de la page. Donc, un espace très bizarre pour une bande dessinée. Et après quelques temps, c'était un espace que j'ai commencé à aimer très bien parce qu'on peut couper cet espace en tranches. On a la possibilité de toujours peut-être changer le ton ou la voix d'un personnage. C'était... Mais alors justement, cette idée de... Alors après, on va venir effectivement au fond et à la forme. Mais parce qu'effectivement, ce grand format, enfin ce format tout en hauteur, permet de faire des choses un petit peu différentes. On voit que effectivement, vous n'avez pas forcément envie de dessiner des trains dans chaque page. Donc du coup, il y a certaines scènes, vous mettez du texte, vous racontez l'histoire et vous concentrez en fait sur le rapport humain entre les personnages, quoi. Hein. Oui. C'était au départ quand j'ai trouvé le sujet et c'était pas. Je suis allée en vacances en Italie et sur la terrasse d'un café, j'ai vu une très belle italienne. Avant, elle était en train de soupirer nous avons pensé, mais quelle angoisse, quel ennui. Elle était entourée de tout son shopping, très chic, dessous des chaussures et tout ça. Et elle était avec son amant, je crois, qui est traité comme un chien. Et nous avons dit,
it's Madame Bovary de nos jours. Et ça me donnait l'idée. Quand je suis rentrée en Angleterre, j'ai dit à mon éditeur, bon, c'est Madame Bovary, mais elle est anglaise et moderne. Et j'ai relu Madame Bovary et j'ai mis le livre dans un tiroir parce que le grand Gustave, c'était quelque chose que son nuage derrière moi, c'est oui. Et donc j'ai commencé, mais 100 épisodes, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires de bourrées dans les planches. Et c'était pour ça que j'ai écrit beaucoup de textes. D'abord, parce que pour les lecteurs qui payent, je sais pas, un livre par jour, c'était aussi pour en avoir pour leur argent. Beaucoup de choses à lire. Et comme ça, j'ai bourré toutes les planches de l'intrigue. Oui, mais je pense aussi qu'avec ce format, c'est vraiment un peu comme nous lisons un quotidien, un journal, en fait, avec le mixage de textes et d'images. Et ça, enfin, je me souviens que quand j'ai vu le premier épisode, je pense, oh mon Dieu, qu'est-ce que fait Posey ici? Elle essaie de adapter le roman et je pensais aussi que c'est trop de textes, il y a trop de textes ici, c'est pas un vrai bande dessinée. Mais après, bien sûr, j'ai compris que vous avez inventé une nouvelle forme de la bande dessinée, du roman graphique que presque personne n'a essayé depuis, en fait. Ça reste toujours toute une forme de roman graphique incroyablement riche, parce que ça aide à montrer et raconter des choses. Et quelquefois, nous avons besoin de textes dans la bande dessinée. Et nous avons eu toute l'idée que la bande dessinée, c'est toujours vraiment visuel, c'est comme un storyboard, quelque chose comme ça, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est aussi une forme à lire avec des textes. Et nous aimons les textes, oui, nous aimons les textes et aussi les images, oui. Je crois que c'était une espèce de hybride. Je crois pour les puristes, c'était quand je suis allée à Angoulême pour la première fois que j'ai lu beaucoup de BD français que j'ai apprécié, qui avait un format que je n'étais pas conscient. Mais format graphic novel, en fait, et surtout une particularité, c'est-à-dire que effectivement, vos graphic novels, vos romans graphiques, comme on dit, c'est quelque chose de neuf. On arrive à quelque chose de neuf qu'on n'avait pas encore vu. Voilà. Et ça a été la surprise, le travail aussi d'édition. Et ça, bon, il y a Jean-Luc, l'éditeur français, c'est Jonathan Cap, je crois, qui le publie voilà, en anglais. Et c'est un format particulier, en sachant que vous ne vous contentez pas de reprendre in extenso, si on peut dire, la version du Guardian. Parfois, vous remaniez certaines pages. Voilà, il y a un vrai travail à la fois d'édition et puis c'est quelque chose de neuf. Oui, c'était parce que d'abord, je faisais 25 épisodes et c'était pas une bonne idée parce que j'ai pris du retard à la fin parce que ça a duré, Gemma Bovary a duré 6 mois. À la fin de 6 mois, j'étais sur mes genoux en train de faire ça. Mais après quelques temps, j'ai appris comment mieux maîtriser l'information, ce qui passera en images et celle qui passera en texte. Et
c'est bien entendu l'image, c'est très très bien pour la mise en scène, pour le temps, pour les personnages, pour les dialogues importants, et aussi pour la chose que j'aime beaucoup en bande dessinée, c'est les silences évocateurs. Tout à fait. Oui. Et le texte, c'était bien pour raconter l'histoire qui prend trop de place si on fait il était divorcé 5 fois, il habitait en texte, c'était 2 lignes. Et ça me donne aussi la possibilité d'avoir plusieurs voix et changement de voix et que je crois que ça rajoutait de la profondeur. Mais on s'aperçoit justement là, j'imagine que certaines et certains d'entre vous ont peut-être déjà vu l'exposition qui est présentée donc à la Maison de la BD. Si ce n'est pas le cas, je vous incite véritablement à le faire, d'autant plus que nous aurons le plaisir justement de faire une visite commentée avec Posy et Paul demain matin. Mais ce qu'on remarque, parce qu'on a la chance justement de voir plusieurs facettes de ton travail, le travail notamment préparatoire, et avec des esquisses, on a l'impression que chaque personnage, tu l'habites. Enfin, je veux dire, on connaît presque son passé, la façon dont il s'habille. Tout à l'heure, tu parlais de cette vision, de cette première vision d'une femme élégante à la sortie de la gare du Nord qui tapait avec ses talons aiguilles. Ben là c'est pareil. Gemma, on la voit dans ce village de Normandie. C'est le fait, et puis une importance véritablement aux menus objets du quotidien. Ça peut être une casserole, ça peut être... tout ça donne de la vie. Oui, c'est aussi un peu de Flaubert, parce que j'aime beaucoup comme les descriptions, voilà, tout à fait. Descriptions du paysage, les bottes fantastiques Flaubert aime beaucoup les chaussures, les souliers. C'est incroyable. Mais j'aime beaucoup tous ces détails qui donnent une richesse dans son texte. Et j'ai copié un peu. Mais vous êtes vraiment aussi quelqu'un, vraiment observatrice pour trouver vos acteurs, vos personnages. Et aussi, je pense que vous essayez quelquefois à devenir même presque le personnage. Vous avez tout cherché le voix. Et quelquefois, je pense que votre mari entend c'est Posy qui parle à elle-même, elle devient folle. Non, mais c'est un sorte de casting couch. Vous êtes acteur, actrice. Il faut trouver la voix. Oui. C'est important. Dans Diama Bovary, il y a le boulanger qui s'appelle Raymond Joubert. Voilà. Joubert. J'ai vu un prototype de Joubert dans un bar en Bretagne et qui m'a fascinée. Et j'ai fait un petit croquis de lui. Et dès que j'ai eu l'idée, je commence à dessiner les personnages dans un carnet. Et c'est un peu comme un casting couch. On dessine une figure, les yeux, le nez. Oh, je n'aime pas le nez, avec une gomme, un autre nez. Et la bouche barbue, les tifs, non. Et petit à petit, ça prend forme. Avec Joubert, sa voix. Dans l'édition française, c'est pas forcément évident. Mais en anglais, je lui ai donné un accent français et quelques mots qui n'existent pas en anglais, comme
he would say, I have a lot of nervosité. Et pour mes lecteurs anglais, ça fait français. Oui, dans mon atelier, j'étais en train de, peut-être dans un accent un peu français, j'étais Joubert. Et donc, voilà, Gemma Bovary est publié dans Guardian en noir et blanc, enfin rehaussé un petit peu avec, j'imagine, de la vie. Et puis après, le Guardian évolue, comme beaucoup de journaux à l'époque, passe à la quadrille, enfin, en tout cas un procédé avec de la couleur. Et après, vous allez faire justement Tamara Drew. Voilà. Et cette idée de Tamara Drew, où là, il y a peut-être un petit peu moins de pavés de texte, mais par contre, vous jouez aussi avec la mise en page, avec des extraits de journaux, avec aussi, on parlait de ce que disait effectivement Paul sur les accents, enfin, ce que vous disiez sur les accents, et puis les voix avec ces ados. Voilà, c'est-à-dire que les ados, effectivement, parlent comme des ados. Et on a les mêmes modèles ici, hein, mais voilà, c'est-à-dire ils ne se parlent pas comme un article de journal, etc. C'est à chaque fois, vous jouez avec le média, véritablement. Oui, je crois que c'est vrai. Au départ, c'était aussi un commande de The Guardian. En couleur, le format était plus carré et c'était pas tous les jours, c'était deux épisodes, une fois par semaine dans le supplément littéraire. Et mon éditeur m'avait dit est-ce que tu peux cacher un grand roman, peut-être du 19e dedans? Moi, j'ai dit, je sais pas. Mais j'avais l'idée, parce que c'était le supplément littéraire, de faire quelque chose, peut-être une retraite pour les écrivains à la campagne. Et j'étais en train d'écrire le pub pour cette retraite. Et il me donnait à mon esprit la phrase « Far from the madding crowd ». En français, c'est loin de la foule déchaînée, qui vient d'un roman de Thomas Hardy. Et avant ça, c'était dans une poème très bien connu en Angleterre de Gray's Elegy. Et ça a commencé, et moi j'étais Far from the Madding Crowd, et j'ai relu Far from the Madding Crowd par Thomas Hardy, et comme histoire, c'est très bien. Il y a une belle fille, deux prétendants pour sa main, qu'elle refuse pour un type absolument affreux. Bien résumé. Oui. C'est pas mal. Pas mal. Mais, et vous évoquiez justement à la fois Harding, à la fois Flaubert, etc., toute cette dimension littéraire, en fait. Hein. Et à propos de dimension littéraire, on en voit aussi quelques extraits justement dans l'exposition, c'est Literary Life, la scène de la vie littéraire, quoi, hein, où on sent là aussi on sent le vécu, si je peux me permettre. Voilà. C'est-à-dire que, voilà. Oui, c'était aussi une commande, c'était dans le supplément littéraire. Ça, c'était tous les samedis, oui, comme ça. Et ça, c'était les observations, les angoisses des écrivains, la peur, l'horreur de la page blanche, les jalousies, tout ça, les fêtes où on mange de chèvre, de fromage à chèvre. Qui sont très forts. Très hein, fort. ça sent. Je résume. Ça sent très fort. Et tout le monde était en train.
Et ces bandes dessinées aussi vous inspirent de vos visites aux festivals littéraires, par exemple comme Hay on Wye, parce que vous avez eu des livres édités déjà de la bande dessinée de Guardian, bien sûr aussi Gemma et Tamara, et vous êtes dans le circuit Oui. avec tous les vedettes, avec les auteurs superstars, tout comme ça. Et en fait, vous avez fait un reportage, je me souviens, pour Le Gardien sur Hay on Wye, qui est un oui. festival très connu. Ah oui. C'est tout un sujet riche à satiriser, à commenter. Oui, c'est très. Bien sûr, on parle de la littérature et c'est très sérieux, ou l'actualité. C'est très sérieux. En même temps, il y a beaucoup d'adultère. Adultère. En français, on dit adultère. Si. Voilà, et on sent surtout effectivement les jalousies, les mesquineries. Quoi, les mesquineries. Voilà. Et je pense que vous avez aimé aussi que vous avez une liberté que vous pouvez faire. Vous n'avez pas seulement un grand texte comme Hardy ou Flaubert, vous avez la liberté de essayer des approches différentes. Quelquefois, vous faites un grand dessin, comme un dessin d'humeur, plein page, et vous avez des personnages qui peuvent réapparaître, et des petites histoires aussi. Oui. C'est riche. Oui, The Guardian, c'était très bien parce qu'il me laisse très libre de faire... Au début, dans les années 70, il ne faut pas jurer, même dire Dieu. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais alors, on va, parce que l'heure tourne, hein, mais on va juste évoquer évidemment Cassandra Dark, hein, et puis on va citer, hélas, on n'aura pas le temps d'évoquer toute la partie jeunesse, mais que vous allez découvrir demain, si vous venez effectivement faire la visite de l'exposition. Quand même, Cassandra Dark, vous faites quand même un personnage qui pourrait être tout à fait odieux. Il y a un côté un peu Scrooge, le personnage de Dickens, elle est radine, elle est mesquine, elle aime pas les... Enfin, voilà, elle aime personne, en gros, peut-être à part elle. Elle est gourmande, mais trop, enfin, c'est en surcharge, qu'on appelle surcharge pondérale. Voilà. Et malgré tout ça, malgré sa chapka, qui est quand même effectivement pas très très esthétique, vous réussissez à en faire un personnage profondément sympathique. Oui, au fond, ça me plaisait de faire un monstre, quelqu'un misanthrope et méchante et riche et grosse. Mais enfin, ça, it grew on me. Il y a une empathie, il y a une véritable... On sent que vous l'aimez, ce personnage, quelque part. Oui, je ne dis pas qu'il voilà, mais véritablement, quoi. Hein. Mais c'est parce que voilà, on sent que vous habitez effectivement chacun de vos personnages. Et puis c'est drôle. Et par contre, cette histoire, pour des raisons de délai, n'avait pas pu être publiée dans The Guardian, je crois. Oui, et peut-être c'était bien parce que je suis plus âgée et j'ai mal au dos. Et c'était mieux de le faire lentement. Mais je marchais beaucoup à Londres et ça m'a donné l'idée de reprendre Dickens parce que je voulais montrer ce que Dickens montre dans ses romans. Si c'est l'actualité est bon, on trouve les mêmes choses, la fracture sociale. Les gens riches sont devenus plus riches et dans les rues, il y avait des mendiants, des sans-abri, les banques alimentaires et dans les endroits riches, il y avait des maisons énormes, souvent vides, luxueuses, souvent vides. C'est de Londres comme de Londres voilà, peuplé, effectivement,
ou de riches familles saoudiennes et autres qui ne l'habitent pas, quoi, hein. Donc, je voudrais juste terminer en vous laissant quand même peut-être, on a promis de vous laisser quelques minutes de questions-réponses, si vous le voulez bien, parce que là, il y a toujours la première est toujours la plus difficile d'expérience. Qui a envie de lancer la première question, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous en avez, ou non? Aucune, monsieur? Oui, un peu plus jeune, non? Plus jeune dans les années 60. 62. Voilà. La bande dessinée française, est-ce que vous avez découvert dans les années 60? Je crois qu'il y avait Harakiri, pas pour les jeunes, mais Harakiri. Je me rappelle le journal bête et méchant, et c'était une surprise. Et les dessins de réserve. Wow. Paul? Oui, ben, en même temps, peut-être que vous avez découvert Private Eye, qui est pas aussi méchant visuellement, mais c'est méchant avec des textes, des commentaires. Punch qui était sauf. Oui, un peu trop sauf. Oui, c'est pas l'âge d'or de Punch. Ouais. Et vous avez grandi aussi avec la bande dessinée pour les filles, la bande dessinée romantique, aussi les love stories, tout ça. Oui, oui. Oui, nous avons des choses riches en Angleterre aussi. Ouais. D'autres questions, monsieur? Elle est presque miniaturiste, en fait. Voilà. Small scale of your artwork. Ah oui, c'est parce que c'est le journal, The Guardian. Dit, J'ai un geste. Elle utilise toujours les mêmes papiers de son papa. Ça a dû... C'est à cause de ça. Il n'y a pas beaucoup qui reste. Il y a seulement un éléphant qui reste pour l'instant. Non. Le Gardien impose, c'est A3 pour oui. C'est pour ça. Oui, raison pratique, en fait. Oui. Ouais. Une dernière question. Voilà. Bon, bah, je crois que... Oui, pardon. Il y en a... Oui, je vous en prie, madame. Le prochain livre. Oh. C'est toujours une question difficile avant. Ça a commencé. Mais dans un grand carnet, je suis en train de dessiner les personnages. Je connais l'histoire un peu. C'est comme ça. C'est un peu flou. Mais quelque chose arrive. Mais je crois qu'il y a des années 50 peut-être et 60 aussi. Ça sera une surprise. Voilà, je crois qu'on va terminer par justement ce point d'interrogation, bien sûr, tout relatif, hein, puisque je pense que demain on aura l'occasion de continuer un petit peu cette conversation à la Maison de la BD et surtout de découvrir les différentes facettes qu'on a évoquées, hein, c'est-à-dire que l'entrée de l'exposition, notamment vous avez des extraits du journal même Guardian, hein, où il y a effectivement Gemma Bovary, Tamara Drew, mais également Cinderella, enfin, d'autres choses, et puis les originaux, évidemment, des différents graphic novels, et tout un volet, puisque c'est également une des dimensions de BD Boom, donc ce volet un petit peu jeunesse, et que vous connaissez peut-être à travers un album chez Sarbacane qui s'appelle Fred, mais ça, on vous laisse encore le temps de découvrir tout ça
Thank you very much, Brazil. Je vous Thank you. remercie beaucoup. Voilà. C'est- Thank you. Merci Well. Patrick. Merci. Merci à vous. Voilà.